Donc je vais sur la partie observation, en fait je vais évoquer seulement la question de la détection de l'attribution, c'est-à-dire la question de la détermination des causalités des climats actuels, puisque sans m'appesantir sur la question de l'évaluation des modèles proprement dites, qui a été déjà évoqué auparavant, et en montrant une illustration qui est ce n'est qu'une illustration, puisque évidemment ça ne rend pas compte de l'ensemble des études qui ont pu être menées sur le sujet, une illustration qui est tirée finalement d'un assemblage de résultats provenant de l'expérience d'intercomparaison internationale qui a été évoquée par Hervé tout à l'heure, le programme Coupled Model Intercomparison Project, qui a consisté en particulier à simuler le climat du XXe siècle en faisant varier dans le modèle les facteurs d'évolution des climats. Donc c'est l'avantage des modèles de pouvoir servir de laboratoire numérique dans lequel on peut tester différentes hypothèses. Donc sur la figure qui est représentée, ce qui est représenté là, c'est l'évolution de la température moyenne mondiale, en noir telle qu'elle est reconstruite à partir d'observations, et en couleur, donc ce sont les résultats de simulation, avec une référence à deux exercices en fait successifs, décalés d'à peu près 5 ou 6 ans, qui sont les exercices CMIP 3 et CMIP 5, qui ont servi de base aux 2 derniers rapports du GIEC. Donc le constat que l'on peut faire, c'est que les modèles, dans ces conditions-là de la simulation, ne sont pas capables de reproduire les évolutions de la température moyenne mondiale. Ce sont des simulations dans lesquelles on a pris en compte uniquement, sur la figure de gauche, des forçages naturels, c'est-à-dire la variabilité solaire, le volcanisme et la variabilité liée à la dynamique interne au système climatique. Par contre, lorsqu'on rajoute les effets des concentrations de gaz à effet de serre, mais également toutes les émissions d'origine anthropique qui ont pour résultat l'augmentation de la concentration de particules en suspension dans l'atmosphère, qu'elles soient carbonées ou sulfatées, on arrive effectivement à réconcilier les simulations avec les observations. Alors donc, évidemment, comme je le disais, ce n'est qu'une illustration. On aurait pu obtenir ce résultat pour de mauvaises raisons. Donc, il y a des analyses plus poussées qui sont menées, et en particulier donc des analyses qui consistent à étudier de quelle façon le climat a changé à la surface de la Terre, mais donc par grandes régions, et également comment il a changé dans le temps. Et donc, ceci est synthétisé ensuite dans un calcul d'une régression finalement ce que l'on cherche à reconstruire par une régression. Cette régression, c'est ce qui a été réellement observé, et là en l'occurrence les tendances de température entre 1951 et 2010, et dont les termes de cette régression, ce sont des réponses du climat à différents facteurs, et ces réponses du climat à différents facteurs, on les obtient à partir de la modélisation. Alors donc on a ici représenté sur cet histogramme l'évolution de la température de l'ordre de 0,6 degrés observée, et en rapport on voit que la contribution anthropique est finalement du même ordre de grandeur tel que le résulte de cette analyse, des résultats des simulations des modèles. Donc le réchauffement climatique d'origine anthropique est compatible avec des observations. Et puis on voit également 2 termes séparés qui sont les gaz à effet de serre d'une part en vert, et en jaune les autres effets anthropiques, à savoir l'augmentation justement des concentrations des aérosols. Et ce qui peut être surprenant, c'est que la barre d'incertitude qui est aussi représentée sur cette figure est alors plus grande qu'elle ne l'est pour le signal anthropique complet, alors que s'il s'agissait d'une simple somme, elle devrait être plus grande sur le signal anthropique. Mais en fait, c'est une question là de méthode qui a été utilisée, comme il s'agit d'une régression. En fait, il est plus simple de faire la régression avec seulement 2 termes de forçage, à savoir le forçage anthropique et le forçage naturel, que de le faire avec 3, à savoir les gaz à effet de serre, les forçages anthropiques hors gaz à effet de serre, et puis les forçages naturels. Donc on voit aussi que les forçages naturels, dans ces calculs, n'ont pas contribué, pratiquement très peu contribué, à l'évolution de la tendance sur cette période de temps, et la variabilité interne non plus. Donc ça fait partie des analyses qui ont été menées, qui ont conduit finalement à conclure que l'impact des activités anthropiques sur le climat est clair, et on la constate aussi d'ailleurs dans les autres composantes du système climatique qui a été introduit par Hervé tout à l'heure, dans les océans, et également dans l'évolution de certains extrêmes climatiques, en particulier les températures nocturnes.
Alors donc ensuite je passe donc finalement les modèles dans ce que je viens de montrer sont utilisés pour l'interprétation des évolutions climatiques et ils sont aussi utilisés pour essayer d'anticiper donc l'évolution des climats futurs comme vous le savez et donc cette figure a déjà été montrée. Ce que je veux simplement rajouter sur cette figure qui représente les émissions futures d'après des scénarios qui ont été choisis parmi ceux qui avaient été publiés dans la littérature scientifique. Donc les 4 scénarios types qui ont été utilisés ensuite pour faire des synthèses de résultats. Donc à ces courbes d'émissions futures, confrontées aussi aux observations, enfin reconstruction d'observations entre 1980 et 2014, vous avez là en plus, à droite de la figure, des estimations à partir des modèles, des changements de température moyenne planétaire entre la fin du siècle, en 2100 donc, et la période de la fin du 19e siècle qui est pris comme une référence d'un faux pré-industriel, mais donc c'est la seule référence qu'on puisse utiliser parce qu'on dispose de suffisamment d'observations seulement à partir du milieu du 19e siècle. Et donc vous voyez donc des écarts de température pour le scénario le plus haut compris entre 3,2 et 5,4 degrés et donc ce qui correspond, comme ça avait été montré précédemment, à un écart entre une période de glaciation et une période interglaciaire comme la période actuelle qui est estimée dans un intervalle, elle, de 3 à 7 degrés de différence. Et pour le scénario donc le plus bas, qui conduit à des émissions donc, de carbone qui a été évoqué par Laurent tout à l'heure, et des émissions négatives en particulier à la fin du siècle, eh bien ce scénario-là conduirait effectivement probablement à une stabilisation du climat à un niveau de 2 degrés par rapport à la fin du 19e siècle. Donc maintenant, ceci étant dit, on sait que les incertitudes autour on vient de le voir quand même sur ces fourchettes, finalement ont relativement peu varié entre l'exercice du GIEC, l'exercice international de simulation CMIP5 qui a été réalisé et l'exercice précédent, l'exercice CMIP3 qui avait commencé lui en 2004, comme l'attestent ces figures qui avaient été publiées en 2012 par Nuti et Sledacek, qui montrent le changement de température et le changement de précipitation pour la saison juin, juillet, août à l'échelle planétaire. Et pour le scénario RCP 8.5 sur la colonne de gauche et le scénario SRES A2 sur la figure de droite, puisque les scénarios ont changé, comme vous le savez, entre les 2 exercices qui ont servi de base au rapport du GIEC. Mais ce sont les 2 scénarios les plus proches. Il n'y a que 10% en fait de différence dans les concentrations à la fin du siècle en ce qui concerne le dioxyde de carbone. Donc, ce qui est remarquable, c'est que finalement, la configuration géographique des changements de température comme de précipitation sont très similaires. Et ce qui est également similaire, c'est ce qui est également reproduit sur la figure sous forme de points ou sous forme de zones hachurées. Ce sont les régions où on a le plus confiance dans les résultats parce que le signal est convergent entre les différentes simulations et d'amplitude importante. Au contraire, donc des régions hachurées ou des régions qui sont en blanc sur la figure qui correspondent soit à une dispersion des modèles, soit à des résultats avec des signaux de changement qui sont relativement faibles par rapport à la variabilité climatique. Donc, relativement peu de changements, sauf qu'à y regarder quand même de plus près, dans certaines régions, comme les régions de mousson indienne, ce qui est apparu, c'est qu'effectivement, il y avait une augmentation de la confiance dans les résultats du dernier exercice par rapport au précédent. Et donc, ce sur quoi, en fait, je voudrais insister dans la suite, c'est que même s'il n'y a pas une apparence de valeur ajoutée dans les résultats des derniers exercices, en y regardant de plus près, dans certaines régions, on note quand même des améliorations et par ailleurs, on commence aussi à être mieux à même de distinguer dans l'ensemble des résultats qui sont produits, finalement, des sélections de modèles dans lesquels on va pouvoir accorder davantage de confiance plutôt que finalement de reproduire ce type de carte qui est une simple amalgame de l'ensemble des résultats de tous les modèles. Alors on peut faire cela grâce justement à la compréhension des processus physiques, ce dont Hervé a parlé tout à l'heure, et c'est évidemment les processus physiques et de dynamique sont à l'origine de la construction même des modèles.
Et donc, on a déjà évoqué précédemment aussi la question de la fonte de la banquise arctique, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et de son effet potentiel sur la température. On a ici, avec cette représentation de la rétroaction albédo-neige, le même phénomène physique de rétroaction qui est lié au fait qu'une surface couverte de glace ou de neige, évidemment plus réfléchissante, et donc conduit à un refroidissement supplémentaire par rapport à une perturbation initiale qui serait froide, et à l'inverse, évidemment, une perturbation chaude pourrait être amplifiée par la fonte. Et donc, c'est ce qui est représenté sur la figure, c'est une estimation de ce mécanisme de rétroaction entre l'albédo et le pouvoir réfléchissant de la surface et la couverture de neige elle-même, qui est exprimée donc en variation de pourcentage de couverture de neige par degré de réchauffement ou de refroidissement, et elle est représentée d'une part à l'échelle du cycle saisonnier sur l'axe horizontal et calculée en termes de changement pour un climat futur par rapport au climat actuel, comment 1 degré de réchauffement au cours du siècle modifie la surface, la couverture de neige à l'échelle planétaire, donc sur l'ensemble du siècle également. Et ce qui est remarquable, c'est de voir que les modèles finalement s'alignent relativement, la corrélation est quand même relativement forte entre ces deux échelles de temps, ce qui est un indice que si on est capable d'évaluer les modèles sur le climat présent et sur le cycle saisonnier, on en tirera un enseignement sur leur capacité à modéliser ce mécanisme de rétroaction pour le climat futur. Donc c'est toute cette quête finalement de contraintes émergentes qui fait l'objet maintenant de recherches très, très actives dans la communauté des modélisateurs du climat, et en particulier ceux qui s'intéressent au climat futur. C'est d'établir des métriques et donc réutiliser à nouveau les observations qui sont, comme Hervé l'a dit, quand même au cœur de la modélisation, au cœur de la construction des modèles, au cœur de l'évaluation des modèles une fois que ces modèles sont construits, mais aussi peuvent servir à contraindre les scénarios du climat futur. Alors justement, une façon ça a déjà été mis en application donc dans le dernier rapport du GIEC, avec cette figure qui est en fait tirée d'un article qui était paru en 2012 de Massonnet et collaborateurs. Cette figure montre les changements d'étendue de banquise de l'hémisphère nord au mois de septembre, c'est-à-dire au minimum d'extension de la banquise, au cours du 19e siècle. Du 21e siècle, pardon. Et donc, ce que l'on constate, c'est que on a effectivement une fonte qui est plus rapide avec le scénario le plus fort par rapport au scénario de stabilisation du climat à 2 degrés, qui est en bleu sur la figure, mais surtout que sur cette figure, ce qui a été représenté, ce sont aussi deux séries de courbes, une courbe en pointillé et une courbe en trait plein, avec une marge d'incertitude autour de cette courbe. Et la courbe en pointillé, en fait, résulte du calcul en utilisant l'ensemble des 29 modèles dans le cas du scénario RCP 2.6 ou des 37 modèles pour le cas du scénario 8.5 dont on peut disposer, et au contraire des autres courbes et des plages de couleurs qui ont été construites uniquement avec 3 et 5 modèles respectivement, c'est-à-dire ceux qui en réalité simulent le mieux l'extension et les volumes de la banquise dans le climat actuel, et également qui simulent le mieux les tendances du climat récent. Donc là, on a un exemple d'application finalement d'une contrainte faite à partir des observations récentes sur la détermination de ce qui pourrait changer dans le futur. Alors pour la banquise, on sait qu'elle aurait, là il s'agit du minimum d'extension de banquise au cours de la saison, c'est au mois de septembre. On voit qu'elle disparaîtra effectivement autour du milieu du siècle avec le scénario d'émission le plus fort, mais pourrait se reformer en hiver. Donc ces chiffres d'extension ne sont valables que pour le minimum saisonnier d'extension. Alors, notre indication qu'on peut généraliser ce type d'approche finalement, non seulement à des régions comme les régions arctiques, où on dispose finalement là d'un signal de rétroaction physique qui est très fort entre la température et la couverture de glace ou la couverture de neige que j'ai évoquée tout à l'heure, mais on peut aussi, dans des régions même comme en Europe, mettre en évidence, là aussi, le signal de rétroaction physique qui sont reproduites par les modèles dans les calculs des changements ici de température saisonnière
moyennée sur le continent européen. Vous avez sur ce diagramme des variations de température dans le climat futur qui sont reproduites sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal des changements sur différents diagnostics et sur les mêmes périodes. Température de surface de la mer de l'Atlantique Nord, couverture de neige et albédo ciel clair pour l'hiver, et également température surface Atlantique Nord et fraction de neige nuageuse et effet radiatif des nuages pour la ligne du bas. Et donc ce que l'on constate, c'est que le mécanisme là aussi température albédo semble jouer sur la variation de la température en Europe en hiver et également l'effet radiatif des nuages, la variation de la couverture du nuage en fait qui lorsqu'elle diminue augmente la température parce que les nuages forment un moindre écran au rayonnement solaire. Bien cet effet là joue aussi sur la variation de température qui est calculée par les modèles pour le climat futur. Donc là, un espoir aussi de pouvoir contraindre les modèles à partir des observations et tirer des enseignements sur les modèles qu'il faudrait utiliser avec plus de confiance. Mais pour autant, là, la question n'est pas complètement résolue parce que la colonne de gauche montre aussi qu'il y a un lien entre la variation de la température au-dessus de la mer et la variation de la température au-dessus du continent, signe que l'advection des masses d'air également venant des océans sur les continents ont aussi une influence et donc il faudra d'abord séparer les effets physiques de ces effets dynamiques avant de pouvoir construire une métrique qui soit elle-même fiable. Alors, je voudrais évoquer un dernier cas d'étude qui a été mené récemment et qui construit aussi sur l'idée d'évaluer la capacité des modèles à représenter certains processus physiques qui sont importants pour la simulation des climats du futur. Et là, même particulièrement important, puisque ce qui est visé, c'est d'essayer de contraindre ce qu'on appelle la sensibilité du climat qui est la variation de la température à laquelle on peut s'attendre pour un doublement de la concentration du dioxyde de carbone. En fait, c'est un calcul tout à fait théorique qui est fait uniquement à partir de simulations académiques en utilisant des modèles dans des intégrations où on double de manière brutale la concentration du CO2, mais qui a l'avantage justement de pouvoir comparer des modèles entre eux et des modèles même d'une génération à une autre, puisque ce calcul est totalement indépendant des scénarios d'évolution des émissions. Et on sait bien aussi que cette sensibilité a un impact évidemment sur la réponse qui est calculée lorsqu'on prend des scénarios réalistes. Et donc, ce que les auteurs ont montré, c'est qu'il y avait une relation entre la sensibilité climatique des modèles et leur capacité à reproduire un processus de mélange dans les régions tropicales, mélange entre ce qu'on appelle la couche limite, donc les premiers milliers de mètres typiquement de la basse atmosphère et l'atmosphère au-dessus, mais aussi un mélange à plus grande échelle qui est lié à la convection profonde, jusque sur toute l'épaisseur de la troposphère tropicale. Donc une relation entre cette capacité à reproduire ces processus de mélange qui ont pour effet d'assécher les basses couches de l'atmosphère sur le climat présent et par ailleurs donc la sensibilité climatique. C'est ce qu'ils montrent dans leur travail. Et l'intérêt, c'est que cette capacité à représenter ces processus de mélange peut être confronté avec des calculs basés sur des observations, ce qui est représenté également sur la figure, et qui a donné l'indication finalement que les modèles qui étaient le plus en accord avec les observations sont ceux qui ont la plus forte sensibilité. Donc c'est un article, je dois le préciser, qui a été publié aussi avec Sherwood, donc, qui est un scientifique australien, et avec des chercheurs du laboratoire de météorologie dynamique, Sandrine Bonny et Jean-Louis Dufresne. Alors donc juste quelques conclusions tirées de ce que je viens de présenter. Donc les modèles climatiques permettent bien de séparer les effets naturels et anthropiques sur l'évolution de la température depuis le milieu du XXe siècle. Par contre, un sujet de recherche très actuel, c'est aussi d'essayer de séparer les effets liés aux gaz à effet de serre par rapport aux autres effets. Et ça, c'est potentiellement relativement important. Je pourrais le préciser tout à l'heure. Ensuite, on a vu que les configurations géographiques, finalement, des changements, on peut évoluer entre des exercices espacés de seulement 6 ans, mais 6 ans, c'est quand même beaucoup, et il y a eu des progrès de modélisation, pour autant, entre ces deux exercices, et ces progrès, en fait, on peut en faire le constat grâce au fait qu'on arrive à montrer que les modèles représentent mieux certains processus, permettant d'augmenter le niveau de confiance plutôt dans des changements, dans des aspects plus régionaux des projections. C'est le cas pour la banquise arctique que j'évoquais, de la mousson indienne, mais il y a d'autres exemples également dans les tropiques, notamment avec la représentation du phénomène El Niño.
Par ailleurs, la sensibilité finalement des projections reste très large, dans une fourchette de 2,5 à 4,5 degrés, probablement. Donc ça finalement peut varier depuis de nombreuses années, mais on voit qu'il y a des travaux maintenant qui indiquent qu'on peut peut-être réussir à contraindre, à restreindre cet intervalle en se basant sur des raisonnements qui sont physiques. Et puis, ces travaux-là en particulier, mais d'autres, montrent qu'il est aussi possible de relier certains aspects des changements climatiques dans certaines régions à la capacité à reproduire des processus physiques spécifiques. Et le dernier point, c'est un prolongement aussi vers des études qui sont en train de se développer aujourd'hui et qui rebouclent finalement avec ce que je présentais sur les questions de détection, d'attribution des changements climatiques aux activités humaines. C'est que ces méthodologies aussi de détection-attribution peuvent être utilisées pour essayer de restreindre également les intervalles de sensibilité climatique. Et donc on se base cette fois sur l'observation des tendances récentes pour faire une sélection finalement des modèles qui donnent les meilleurs résultats, permettant là aussi donc de restreindre l'intervalle des sensibilités climatiques qui paraissent être les plus réalistes. Donc je reviendrai éventuellement sur ce papier si vous avez des questions, mais c'est un papier qui illustre, j'insiste juste sur un point, c'est qu'à l'inverse du papier précédent, et c'est preuve que ce sont encore des travaux relativement encore qui doivent se développer, qui doivent être confirmés, renouvelés par d'autres équipes, c'est que le résultat principal de l'étude basée sur les observations récentes par les techniques de détection-attribution, c'est plutôt de conclure que ce sont les modèles qui ont la plus faible sensibilité qui donnent des résultats qui sont plus réalistes en termes, en tout cas, de variation de température sur le dernier siècle, dans lequel on a isolé l'effet du seul CO2. Évidemment, il y a encore des incertitudes méthodologiques parce que ce n'est pas encore bien établi de la façon d'extraire ce signal de CO2 des observations et reste encore une question de recherche. Voilà, je voulais terminer avec ça. Merci. Quelques questions, nous avons pris un peu de retard, mais bon, pas trop. Jean Salençon. Oui, merci, Monsieur le Président. Une question toute bête, et simplement pour m'aider moi-même à répondre à une question qui m'est souvent posée quand j'interviens sur ce sujet. Comment définit-on la température moyenne globale en surface observée ? Oui. Alors, on l'a défini à partir d'observations de température de l'air au-dessus des continents, des mesures de stations météorologiques principalement, et à partir de la température de l'eau au-dessus des océans. Alors pourquoi cette distinction ? C'est parce que la température de l'air est beaucoup plus difficile à mesurer au-dessus des océans. Les capteurs de mesure sur les bateaux, par exemple, peuvent être contaminés par des dépôts de sel, ce qui produit des dérives instrumentales, alors que les mesures de température de l'eau sont beaucoup plus fiables. Cela étant, bien entendu, des études ont montré qu'il fallait corriger les données anciennes pour tenir compte des évolutions des systèmes d'observation. Il y a un exemple qui est typique, peut-être que je peux évoquer à ce sujet-là, parce que ça a été une question qui a été soulevée parfois. On voyait sur des courbes de reconstruction de la température moyenne mondiale que les intervalles d'incertitude sur ces reconstructions étaient plus importants au début du XXe siècle par rapport à la fin du XIXe siècle. Et en fait, si on faisait simplement le raisonnement qu'il s'agissait là de la prise en compte d'erreurs aléatoires, évidemment, on ne comprendrait pas, puisque l'échantillonnage des observations était bien meilleur au début du XXe siècle qu'il l'était à la fin du XIXe siècle. Mais en fait, l'explication, ce sont des biais de mesure qui viennent d'une méthode de mesure. En l'occurrence, c'était des mesures prises d'eau de mer de surface dans un seau qui était un seau en bois à la fin du XIXe siècle, et plutôt des seaux en toile au début du XXe, n'ayant pas les mêmes propriétés radiatives. En fait, dans le seau en toile, il y avait le refroidissement lié à l'évaporation avait des effets plus importants sur la mesure, et donc générait des biais de mesure qu'on en avait moins avec des seaux qui étaient plus isolants de la fin du XIXe siècle. Donc ça veut dire que, évidemment, ça souligne le fait que l'observation elle-même nécessite des études qui sont assez approfondies, qui sont maintenant arrivées à un certain niveau de maturité et qui font que, évidemment, les intervalles d'erreur
qui sont données sur les courbes d'évolution de la température moyenne mondiale prennent en compte toutes ces corrections et toutes ces estimations. Juste le fait que la moyenne, elle est spatiale. C'est ça la Alors c'est une moyenne qui est spatiale, donc ça veut dire que la température est un indicateur finalement statistique, puisque la température en elle-même moyenne, on peut dire qu'elle n'a pas un sens physique, mais on peut le rapprocher finalement de ce que l'on fait, par exemple, lorsque l'on prend en accidentologie, lorsque l'on prend comme indicateur la vitesse moyenne des véhicules. De la même manière, ce n'est pas une quantité qui peut être moyennée, c'est une variable qui est intensive et qui n'est pas extensive. Or, il y a quand même bien un lien que l'on connaît, statistique, entre vitesse moyenne et puis gravité des accidents. Donc de la même manière, dans l'enquête que l'on mène, évidemment, lorsqu'on présente des évolutions de température moyenne simulées ou observées, il faut toujours revenir aux causes de variation et à l'interprétation physique de ce que veut dire cette moyenne. Et qui, évidemment, la moyenne elle-même masque des disparités. Je l'évoquais à propos en particulier de haute latitude. Donc évidemment, il faut regarder régionalement, il faut regarder en termes aussi de processus pourquoi cette température évolue. J'ai 4 intervenants, donc 4 questions rapides, courtes, n'est-ce pas Sébastien? Questions courtes. Voilà, on commence. Oui, merci pour cet exposé, très bel exposé sur les résultats récents. Est-ce que je peux vous demander de revenir à la première diapositive, enfin au premier graphique sur les simulations? Voilà, celui-là. Donc il s'agit là des résultats des modèles de simulation avec et sans effet anthropique introduit à l'intérieur du modèle. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans ce graphique, c'est la période de 1910 à peu près à 1940. C'est-à-dire cette montée dont la pente est à peu près identique dans la simulation, du même ordre de grandeur que celle qui a eu lieu entre 1960 et 1990, alors que les effets de gaz à effet de serre étaient bien sûr beaucoup plus importants dans la deuxième moitié du XXe siècle que dans la première moitié du XXe siècle. Est-ce qu'il s'agit là, en fait, d'autres effets anthropiques que l'effet des gaz à effet de serre dans le cas de la partie entre 1910 et 1940 ? Oui, alors en fait, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence, effectivement, pour ce qui est des simulations, entre ce qui est calculé avec des effets naturels, les forçages naturels uniquement, et les forçages liés au gaz à effet de serre. Il y a un petit décalage, mais il n'est pas très important. Oui, mais la pente est importante. La pente est importante. Ce que les modèles reproduisent relativement bien cette pente, malgré tout. Elle est un petit peu plus importante dans la figure de droite, montrant qu'il y a quand même une contribution anthropique. Et les études ont montré que pour cette période-là, le forçage solaire pouvait avoir eu une influence relativement importante, même si tous les auteurs ne sont pas forcément en accord sur ce sujet-là, mais il y avait des travaux qui avaient montré que dans les forçages naturels, évidemment, ont joué un rôle quand même que l'on peut voir pour partie dans la figure de gauche. Évidemment, ils ne sont pas les seuls à pouvoir expliquer la pente qui a été accentuée par les émissions de gaz à effet de serre. Simplement, la différence entre les deux périodes, début du XXe siècle et fin du XXe siècle, c'est surtout le caractère dominant de l'influence liée aux activités humaines. Évidemment, dans le cas de la première partie du XXe siècle, les deux facteurs ont joué de manière à peu près équivalente. Enfin, moi, ce sont ces courbes-là qui ne me rendent pas encore convaincu personnellement qu'il existe une évidence expérimentale de l'effet anthropique, qui est très clairement introduit qui apparaît très clairement dans les modèles, mais qui ne me convient pas encore en tant qu'évidence expérimentale. C'est-à-dire que là, les modèles font apparaître cette pente qui n'existe pas lorsque cette pente qui apparaît dans la courbe qui correspond avec effet humain, et qui n'est pas présente dans votre graphique sans effet humain. Oui. C'est bien que dans les modèles, on a introduit un effet humain qui produit cette pente et qui n'est pas des gaz à effet de serre, puisqu'il y avait très peu de gaz à effet de serre à cette époque.
Donc c'est autre chose. J'imagine que ça peut être, par exemple, les aérosols, la variation du taux d'aérosol pendant cette période-là, ou autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait aussi les gaz à effet de serre pendant cette période-là, mais simplement leur effet n'est pas dominant. On voit qu'il y a quand même un léger meilleur accord sur la figure de droite avec les courbes observées lorsqu'on rajoute les gaz à effet de serre. Donc il y a un effet qui est émergent seulement dans la deuxième partie du XXe siècle, mais bien entendu, les effets anthropiques ont joué également sur la pente et sur la tendance du début du XXe siècle. Et par ailleurs, le plateau que les modèles sont à même de simuler est bien attribuable aux effets très vraisemblablement des aérosols, même si c'est encore un sujet de débat un petit peu dans la communauté scientifique parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'estimation du forçage des aérosols. On s'interroge aussi sur le rôle de la variabilité climatique interne, mais clairement, là aussi, les aérosols ont contribué à ralentir et voire même stabiliser la courbe des températures après 1940 jusqu'aux années 60. Donc là, on voit quand même émerger de manière très claire le signal anthropique sur la fin de la période parce que les émissions et les concentrations ont fortement augmenté au cours du siècle. 3 interventions qui seront les dernières. Sébastien Balibar. Ensuite, pardon, je terminerai avec M. Dautrey. Non, ça sera la 4e. Sébastien Balibar, Olivier Pironneau, Édouard Brézin et M. Dautrey. Donc dans ces modèles, est-ce qu'on tient déjà compte de la fente du pergélisol, autrement dit permafrost, ou pas encore? Sinon, pourquoi? On ne prend pas en compte le pergélisol. C'est essentiellement parce que le processus n'est pas suffisamment bien représenté dans les modèles actuels. Donc ça fait partie, justement, dans la préparation de l'exercice qui s'appellera CMIPSIS, ça fait partie des développements en cours. On essaie de représenter la couche active de sol en permanence gelé. Donc il y a déjà les premières évaluations sur les données observées. Et donc, effectivement, les prochains scénarios prendront en compte cet effet. Ce n'est pas le cas encore. Olivier Piron, répondre si c'est une courte intervention, allez-y, monsieur Dautrey. Cette histoire de cette comparaison des deux pentes, en fait, elle a donné lieu à tout un ensemble de publications récentes et dans lesquelles on voulait justement avoir ce que vous disiez. En fait, ceci a été repris dans les publications de Physics Today, de Science et de Nature pour montrer, et la dernière étant celle de Trenboff, qui montre, et l'autre étant celle de la direction de l'environnement aux États-Unis, parce que n'oubliez pas qu'il s'agit simplement des courbes du GIEC de 2013. Il ne s'agit pas de la communauté scientifique ici, il ne s'agit que de ceci. Et donc dans lequel on a montré qu'il y avait que la température ne rendait pas bien compte, dans cette période de remontée, ne rendait pas compte des phénomènes réels et que parce que en prenant un modèle avec l'océan Indien, on avait les eaux chaudes de l'océan Pacifique qui étaient passées dans l'océan Indien. Et donc un bilan détaillé montrait que les pentes avaient repris beaucoup plus une grande pente et qu'en particulier la courbe plate que vous voyez là-bas et là-bas tout à fait vers 2010 n'avait aucune réalité scientifique. Et c'est trois publications importantes, oui, et Trenboff jugeant important, oui, de reprendre tout cet ensemble pour donner son avis. Là, vous parlez du plateau, en fait, oui, tout à fait à la fin. Ce qu'on a appelé le Yaqui. Oui, non, parce que là, je pense que la question était sur le début du XXe siècle. Mais j'ai une illustration aussi d'un résultat récent, oui, sur cette question du plateau. Je vais vous la montrer. Donc ça, c'est une publication parmi... donc je sais qu'il y a effectivement des débats sur la réalité même du réchauffement, enfin de cette stabilité, de la prise en compte aussi des températures des régions arctiques dans les reconstructions. Mais il y a aussi une réalité, effectivement, liée, une partie certainement quand même de ce ralentissement est bien réel, puisqu'on a pu aussi montrer qu'il y avait une variation du contenu en chaleur de l'océan
Pacifique Ouest, qui pouvait s'expliquer par une variabilité climatique des vents. Et donc justement, cette publication-là consistait aussi à utiliser le modèle comme un laboratoire numérique pour essayer justement d'interpréter. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on utilise les modèles. Il compare la tendance du contenu de chaleur dans l'océan Pacifique donc à différentes profondeurs, telles qu'on le déduit des observations. Donc là, ce sont les courbes qui sont présentées, et les plages de couleurs correspondent à des simulations. Donc il y a deux types de simulations qui ont été réalisées. Ce sont des ensembles, plusieurs simulations qui ont été faites. Le premier qui donne finalement aucune variation de ce contenu, c'est sur la période 1998-2012, donc la période du ralentissement. Lorsque on simule avec simplement, sans contraindre les résultats du modèle, par des observations, on ne voit pas ce réchauffement qui a été observé par ailleurs. Donc il y a un réchauffement dans l'océan qui n'a pas été vu. Et ce réchauffement, d'ailleurs, qui n'est pas en surface. Donc il montre que le réchauffement s'est produit à une certaine profondeur et pas à la surface. Par contre, on reproduit cet effet d'un réchauffement plutôt sous la surface océanique lorsque on contraint le modèle par des vents observés, par les vents alizés au-dessus du Pacifique. Donc ça montre qu'il y a un mécanisme explicatif de variabilité climatique à des échelles qui sont plutôt décennales et qui explique, pour partie en tout cas, ce plateau, ce ralentissement du réchauffement. Plus donc des questions posées sur les données, plus des questions qui avaient été posées sur le forçage solaire ou la variabilité volcanique, mais qui sont finalement maintenant plutôt laissées de côté. Il n'y a pas eu de nouvelles publications sur ce sujet-là, la question des variations des forçages. Mais par contre, quand même, les papiers récents n'invalident pas l'hypothèse qu'il y ait pu y avoir une contribution de la variabilité interne, en particulier dans le Pacifique, la variabilité du système climatique, pour expliquer ce ralentissement sur une période à peu près d'une dizaine d'années. Olivier Pironneau et Édouard Brezin. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la variabilité de la variance, l'influence des gaz à effet de serre sur la variance? Alors, pas globalement. Il y a quand même quelques indications que lorsqu'on regarde les températures, c'est là que les signaux sont les plus marqués. Déjà, alors, si on parle aussi bien de l'observation même déjà, ou du futur. Donc, on fait le constat dans les simulations qu'il y a une augmentation de la variabilité des températures, et qui est un des facteurs d'augmentation des événements extrêmes qui est plus rapide que celle de l'évolution de la température moyenne. Et déjà, on fait ce constat dans des observations en France, par exemple, sur les 50 dernières années. On a vu que les températures maximales journalières, effectivement, augmentaient plus rapidement que la température moyenne. Donc, pour autant, c'est encore une période de temps courte sur les observations. On ne peut pas faire une attribution là-dessus. Mais en tout cas, pour le futur, c'est un signal qui est assez clair. Augmentation de la variabilité des températures et augmentation aussi de la variabilité des pluies, puisque la fraction des pluies qui tombent sous forme de pluie, toujours sur les événements les plus forts, la fraction des pluies qui tombent sous forme de pluie intense augmente avec, là aussi, le réchauffement climatique. Et on sait d'ailleurs dans ce cas-là qu'il y a un processus physique derrière, donc le principe Clausius-Clapeyron, le fait que la température augmente, l'évaporation au-dessus des océans également augmente, le contenu en eau dans l'atmosphère augmente, et ça a un effet donc, aussi d'amplification sur le cycle hydrologique. Et donc, ça a un impact aussi sur l'intensité des pluies associées aux événements extrêmes. Même si après, on s'interroge sur en fait, l'importance du rôle de ce processus-là, qui n'est évidemment pas le seul à jouer dans le système. Voilà, donc, augmentation de la variabilité, oui, sur les précipitations, sur les températures, mais variabilité de les circulations. Il y a eu des publications, d'autres qui se contredisaient des résultats antérieurs. Donc on n'a pas visiblement là de choses qui soient suffisamment nettes, claires, qui permettent de confirmer qu'il puisse y avoir une augmentation de la variabilité du vent ou de la pression à l'échelle planétaire, ou même dans certaines régions. Dernière question d'Édouard Brezin, une réponse assez courte, s'il vous plaît. Dérapé un peu trop là. Question naïve. Il me semble que le paramètre le plus important est celui qui concerne l'énergie globale réémise par rapport à celle que nous recevons. La température n'est que l'un des signaux multiples du fait que peut-être nous émettons moins que...
Alors, c'est évidemment très difficile, j'imagine, de mesurer, de faire ce bilan, de savoir exactement combien nous émettons. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour bien le mesurer, mais est-ce que vous avez le sentiment que les courbes de température que vous présentez sont un reflet très fidèle de ce bilan? Est-ce qu'on peut imaginer que le bilan soit plus sévère que la courbe de variation de température que vous montrez, ou l'opposé? Est-ce que à votre avis, c'est très parallèle au désaccord entre réception et émission? En fait, comme les courbes de température qu'on reconstruit n'utilisent pas de données sur les bilans. Donc, effectivement, c'est une détermination un peu indépendante de tout ce que l'on peut déterminer sur les bilans. Et, donc, sur les bilans, on a quelques contraintes quand même observationnelles, par ailleurs, puisqu'on ne peut pas mesurer tous les termes des bilans, avec une incertitude même déjà au sommet de l'atmosphère, sur les flux radiatifs nets au sommet de l'atmosphère. Mais par contre, on peut déduire des observations d'évolution de température dans l'océan. Finalement, cette diapositive le montre. On a des reconstructions des profils de température dans les océans qui permettent de savoir quelle a été la variation du contenu en chaleur dans les océans. Et on sait qu'évidemment, la fraction, en fait, il y a plus de 90% finalement du bilan, de l'excédent d'énergie qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre, qui en fait pénètre la surface océanique et qui se répartit ensuite de manière différente d'une décennie à l'autre sur la colonne d'eau. Mais par contre, donc, on a pu, grâce à des observations de température, déduire justement quels étaient les termes manquants du bilan qu'on ne pouvait pas obtenir directement à partir des observations. Et donc, ce sont deux observations indépendantes, mais la température de surface ne traduit finalement que l'effet pelliculaire à la surface terrestre d'une modification qui est dans l'ensemble du système, et dans lequel, en particulier, eh bien, l'océan, et on a notre preuve observationnelle, pardon, la réponse est peut-être un petit peu longue, mais il y a aussi, avec l'augmentation du niveau des mers, on a aussi une preuve de ce transfert d'énergie vers l'océan, avec une augmentation, elle, régulière du niveau des mers. Évidemment, Annie pourrait en parler beaucoup mieux que moi, et donc sans ralentissement, au contraire de ce que l'on observe à la surface, seule surface terrestre.